Bonsoir à toutes, à tous. Grâce à Midreshet Yuda Manitou, on retrouve le Rav Ethan Fison. Et je crois que c'est le dernier épisode de cette série de la transmission de la Torah. Bechavod, Ethan. Recording in progress. On l'a perdu. On reprend. Yofi! Eh bien voilà, Erev Tov les Koulam. Et oui, oui, effectivement, Johan, tu as raison. Après moult péripéties, nous arrivons au dernier épisode de la transmission de la Torah, de la prophétie jusqu'à nos jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est quand même passé sur toute l'histoire juive depuis la fin de la prophétie, c'est-à-dire il y a près de 2400 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et on est passé sur la transmission de la Torah en long, en large et en travers. Donc déjà, kol hakavod à tout le monde, parce que c'était pas une mince affaire. Et nous arrivons à notre dernier épisode. Et ce dernier épisode, en fait, est un épisode qui, qui n'a absolument pas la même valeur que les autres épisodes que nous avons étudiés durant toute cette série. Pourquoi? Eh bien parce que l'épisode qui va arriver aujourd'hui est un épisode que j'ai envie de qualifier de purement personnel. Comment cela, purement personnel? Attendez, je mets ça mieux. Voilà. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Yofi. C'est un épisode purement personnel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la Torah qui a été mise en place dans les générations précédentes, alors, on peut avoir un recul et on peut avoir on va dire, une prise de décision sur quels ont été les rabbins qui ont été les plus emblématiques et ceux qui ont transmis la Torah. Pourquoi je dis c'est qui les rabbins qui ont transmis? Vous savez bien, on a étudié, nous, dans chaque épisode, une période particulière. Mais il est évident que lorsqu'on a parlé d'une période X et qu'on a cité 4 rabbins, en fait, il n'y en avait pas 4. Dans cette période-là, il y en avait 200. Mais au final, nous, on en a cité 4. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont ces 4-là qui ont marqué l'histoire de la transmission de la Torah et qui sont restés dans la postérité comme étant les rabbins qui ont transmis l'enseignement divin à ce moment-là. Le problème qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est que dans notre dernier épisode, on va parler des rabbins qu'on côtoie aujourd'hui au quotidien. Et donc, il est évidemment trop tôt pour savoir exactement quels sont les rabbins qui vont laisser leur empreinte dans l'histoire juive, dans notre génération. Donc, ce que nous allons faire maintenant est de l'ordre du subjectif. Nous allons expliquer, à mon sens, pas seulement qui sont les rabbins, mais quels sont les critères pour que tel ou tel rabbin fasse partie maintenant de l'histoire de la transmission de la Torah. N'est pas rabbin, d'abord, qui veut. Et ça, c'est très, très important. Nous allons commencer par cela. Ça veut dire quoi n'est pas rabbin qui veut, les amis? Comment on devient rabbin? Alors, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, vous me direz, bah, il y a des examens au grand rabbinat d'Israël, on passe les examens, on devient rabbin. Ah, mais non, parce que si c'est comme ça qu'on devient rabbin, oi vai, il suffit que quelqu'un ait une bonne tête et ait appris par cœur les différents enseignements qu'il faut savoir pour l'examen, et voilà, c'est terminé. C'est pas ça qui fait de toi un rabbin. D'un autre côté, si tu ne vérifies pas les connaissances, bah, comment tu pourras ensuite enseigner au peuple juif? Oui, mais attendez, les connaissances, elles ne se limitent pas à la halakha. Parce que les examens du rabbinat, de la rabbanoute, ne sont que sur des questions de halakha. Mais le rabbin, il n'est pas que la halakha. Donc en fait, comment est-ce qu'on devient rabbin? Eh bien, on devient rabbin, pas tant parce qu'on a passé les examens. Il faut passer les examens, mais c'est pas tant pour ça. C'est parce que on a été ordonné rabbin par ses maîtres. C'est-à-dire, et ça c'est la première étape qu'il faut évoquer
dans notre génération, parce qu'avant, il n'y avait pas la question ne se posait pas, si tu n'as pas de maître, tu n'es pas rabbin. Et donc, tu ne peux pas être celui qui transmet la Torah. La Torah, c'est une transmission. Donc, tu dois t'inscrire dans cette transmission. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler aujourd'hui et qu'avant, on n'était pas obligé d'en parler? Ben parce que avant, la question ne se posait pas. Tout le monde avait un maître. Comment ça se fait? Ben parce que sinon, il n'y avait pas moyen d'apprendre. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent apprendre sur Internet. Toutes les connaissances sont à portée de clic. Et donc, des fois, tu as des gens qui vont étudier tous les enseignements du Rav Cherki sans l'avoir vu une seule fois. Eh bien, ça, c'est très bien pour apprendre et pour se remplir de Torah, mais c'est pas ce qui fait de toi un rabbin. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, Gadol Shimusha shel Torah, Yoter milimuda. Il est beaucoup plus important de l'échamesh, et on va voir ce que c'est dans une seconde, l'échamesh, plutôt que d'étudier. Shimush Talmidei Chachamim, c'est être au contact du Talmid Chacham pour apprendre ce de lui, pas seulement le texte, les connaissances, mais également la façon de voir le monde et de penser. Tu apprends tout un monde et une ambiance. Chose que tu ne pourras pas apprendre dans les bouquins. Donc, quelqu'un qui n'a pas de rabbin, il ne peut pas être lui-même rabbin. Et dans notre génération où les rabbins pleuvent sur Internet, ben, ce n'est pas parce que tu as des choses à dire et que des fois elles sont justes, des fois elles sont fausses, mais c'est pas parce que tu as des trucs à dire et que tu les dis bien que tu es un rabbin. C'est qui? Tes maîtres. Il faut s'inscrire dans une transmission. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé ces derniers temps, depuis ça fait 4 ans à peu près, mais là, cette dernière année, ça a pris des proportions invraisemblables, autour de la personne du Yanouka. J'ai entendu parler du Yanouka. Il est venu en France, il a fait toute une histoire. Bon, le problème avec le Yanouka, je ne sais pas si au niveau de son enseignement, bien ou pas bien, mais le problème, c'est que c'est qui ces rabbins? D'où il vient? De qui il tient son enseignement? Ça n'existe pas dans le judaïsme un rabbin autodidacte. Pourquoi? Parce que la transmission de la Torah, ça se transmet de bouche de druide à oreille de druide. Et s'il n'y a pas de transmission, ben ça ne marche pas. C'est-à-dire, donc, la première chose qu'on doit mettre comme principe pour savoir est-ce que tu vas t'inscrire dans cette série de cours, c'est est-ce que toi-même, tu t'inscris dans la transmission. Deuxième chose, qu'est-ce qui est Anaf et qu'est-ce qui est Shoresh? J'ai entendu une fois, plein de rabbins qui te disent qu'il faut connaître toute la Torah. J'ai demandé un jour au Rav Cherki, Mazé la da'at kol la Torah kula. Faut tout savoir. Je lui ai dit, mais on n'aura jamais le temps. On ne pourra jamais y arriver. Et il m'a dit, est-ce que tu penses que le Gaon de Vilna connaissait toute la Torah? J'ai dit oui. Est-ce que tu penses que le Rambam connaissait toute la Torah? J'ai dit oui. J'ai dit, mais est-ce que tu penses que le Rambam avait lu tous les enseignements qui avaient été écrits par un rabbin dans une communauté du nord de la France? Je dis, bah non. Ah, comment tu dis qu'il connaît toute la Torah? Parce qu'il y a dans la Torah ce qui est Shoresh, ce qui est la racine, ce qui est le tronc, si vous voulez, ce qui est le Geza, ce qui est l'essentiel, et ce qui est Anafim, les branches.
on doit connaître toutes les racines et tout le tronc. Les branches, on n'est pas obligé de tout connaître. Parce qu'il y a des choses qui sont sympas et il y a des choses qui, bon, ça n'amène pas grand-chose. Donc, pour qu'un rabbin s'inscrive dans l'histoire, il faut qu'il soit shoresh et pas anaf. Il faut que son enseignement soit quelque chose qui est central dans la Emouna d'Israël, dans la transmission de la Torah. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. Donc, d'abord, s'inscrire dans la tradition. Deuxièmement, est-ce que tu es tronc ou est-ce que tu es branche? Ok? Troisième chose. Troisième chose, et là aussi, complètement fondamentale. Ça suffit pas de savoir être le tronc ou pas le tronc, mais est-ce que Am Israël t'a accepté? Et oui, des fois, il y a des rabbins, ils disent des choses extraordinaires, aval le peuple juif de leur époque, ou Bichlal, ne l'ont pas accepté. Si c'est le cas, ben il a beau dire des choses fantastiques, c'est pas de lui qu'on parlera dans cette série de cours. Exemple, et à mon avis, le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. On a parlé de lui dans notre cours, le Ramchal. Pourquoi je parle de lui en disant c'est le meilleur exemple pour dire ça? Parce que le Ramchal, à son époque, a été complètement décrié. Il était complètement pas accepté, il a dû fuir l'Italie où il était, on voulait le mettre en kherem quand il est arrivé à Amsterdam. Et même en Israël, on peut pas dire qu'il ait eu un retentissement énorme. Dans la yeshiva du Ramchal, il y avait 6 personnes. C'est pas énorme. 6. C'est pas ouf. On a vu mieux comme yeshiva. Maintenant, le Ramchal a écrit énormément, mais finalement, tous ses ouvrages ont été perdus. Qui décide qui est tronc et qui est branche? Ben, c'est exactement ce que je suis en train de dire maintenant. Ok? C'est-à-dire, Am Israël décide qu'est-ce qui est tronc, qu'est-ce qui est branche. Donc, je disais le Ramchal, Am Israël a décidé que, après sa mort, le seul bouquin, le seul enseignement du Ramchal qu'on allait garder, c'est Messilat Yesharim. Mais attends, mais il a écrit 40 livres. Même plus, il en a écrit 80, mais il n'y en a que 40 qu'on connaît. D'accord? Mais Am Israël, il a accepté Messilat Yesharim. Et ce, pendant près de 250 ans. 200 ans. Ça veut dire que, à ce moment-là, qu'est-ce qui était tronc dans l'enseignement du Ramchal? Messilat Yesharim. Point. Aujourd'hui, ben, on retrouve tous les livres du Ramchal. Et vu que le Ramchal s'est imposé grâce à son Messilat Yesharim comme étant tronc, alors aujourd'hui, tout l'enseignement du Ramchal qui est retrouvé devient tronc. Mais tant qu'il n'était pas accepté, ben, on ne l'étudiait pas. Il y avait peut-être certains kabbalistes qui les étudiaient, s'ils les connaissaient, mais ils ne faisaient pas partie intégrante de la transmission du Ham Israël. Il y a fait, autre excellent exemple que quelqu'un nous donne ici, on nous dit le Rambam. Le Rambam a été extrêmement décrié. Alors, d'abord, le Rambam, il a eu quand même beaucoup plus de résonance à son époque que le Ramchal. Mais effectivement, le Rambam a été complètement décrié, dévoyé. Donc, qu'est-ce qui va faire que le Rambam, oui, c'est un tronc, mais alors le Rambam, pour le coup, c'est un tronc-tronc. C'est plus un tronc, c'est une forêt. C'est le peuple d'Israël qui a adoubé le Rambam. Et non pas, d'ailleurs, les rabbins de son époque. Et donc, Am Israël, aujourd'hui, il a dit, le Rambam, on ne peut pas faire sans. Par contre, baladez-vous dans un Beth Midrash, dans la bibliothèque du Beth Midrash, pas dans
la salle du Beth Midrash, dans la bibliothèque du Beth Midrash, il y a des bouquins que personne ne connaît, qui ont été écrits par un rabbin tel que personne ne connaît. Alors, ils sont pas forcément pas bien, mais ils sont ce qu'on appelle anaf. Ils sont les branches. Si tu les connais, c'est un bonus. Mais c'est pas ça qui est la transmission de la Torah de génération en génération. C'est-à-dire que si tu les connais pas, tu peux quand même être le rabbin qui va transmettre. En d'autres termes, il faut être tronc et pas branche. Qui décide qui est tronc ou branche? Eh bien, c'est le peuple juif. Le peuple juif va décider de qui vont être les rabbins qui aujourd'hui parlent. Eh bien, Am Israël de dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 100 ans, décideront qui sont les rabbins de 2026, qui sont troncs, et qui sont les rabbins qui sont trop. OK? Donc ça, c'est l'autre grand klal. Et enfin, dernier klal. Donc on a dit, Aleph, il faut s'inscrire dans la transmission. Bet, il faut être tronc et pas branche. 3, c'est Am Israël qui décide si tu es accepté ou pas. Et 4, il faut que tu sois le rabbin qui donne l'enseignement qui est nécessaire à ce moment. Des fois, tu as des rabbins qui parlent et ils parlent de choses qu'on verra que dans 400 ans. Ils sont trop en avance sur leur temps. Enfin, pour l'instant, ils ne font pas partie de la transmission. Aujourd'hui, peut-être dans 400 ans, oui. Je vous dis, comme le Ramchal. À l'époque du Ramchal, personne ne dit le Ramchal, il fait partie des éléments essentiels et incontournables. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Donc, il faut parler une Torah que les gens comprennent parce qu'elle leur parle à leur époque. Sinon, ben, tu ne fais pas partie du jeu. Et le dernier klal va nous permettre de rentrer dans des noms aujourd'hui. C'est-à-dire parce qu'en fait, si ta Torah ne vient absolument rien éveiller dans le peuple juif, tu es peut-être un très bon rabbin de communauté, mais c'est pas toi qui va être celui dont on parlera quand on fera le cours dans 100 ans et qu'on parlera de notre génération. C'est-à-dire, donc, qui sont les rabbins aujourd'hui qui, à mon sens, et là c'est pour le coup que j'arrive sur quelque chose de très très personnel, mais qui sont les rabbins qui, à mon sens, sont les rabbins qui demain seront ceux qui auront laissé leur trace dans l'histoire juive. Alors évidemment, c'est très subjectif, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense à telle ou telle personne. Et d'ailleurs, c'est pas forcément les rabbins que je suis. J'espère que je vais être suffisamment intègre pour, euh, pour aussi parler des rabbins qui, à mon sens, sont évidemment incontournables, bien que ce soit pas moi, ma tasse de thé. C'est-à-dire, alors allons-y. Parmi les rabbins qui vont avoir, à mon avis, un, un grand mot à dire, c'est les rabbins de la révolution halachique. Alors aujourd'hui, la halakha n'est absolument plus la même qu'il y a 50 ans. Pas parce que la halakha change, mais parce que le monde d'aujourd'hui et le monde d'il y a 50 ans, c'est pas shoot, plus rien à voir. Plus rien à voir, mais vraiment. C'est-à-dire, moi, j'étais pas né il y a 50 ans, là, il n'est que 40, excusez-moi. Mais vous comprenez que dans les 50 dernières années, il y a eu plus de changements que dans les 150 années qui avaient précédé. Et dans les 150 années qui ont précédé, il y avait plus de changements que dans les 500 ans qui ont changé. C'est-à-dire que ça va à une vitesse incroyable. Je veux dire, même il y a 20 ans, ça n'avait rien à voir le monde dans lequel on vivait. Rien à voir. Franchement, l'éducation
était tellement plus facile il y a 20 ans. Une des raisons qui faisait que l'éducation était plus facile il y a 20 ans, c'est qu'il y avait un objet, l'objet du démon, dans les maisons des gens. Il y avait la télé. Ouais, il y avait la télévision. Bon, alors évidemment, dans la télévision, il y avait des choses cachères et des choses pas cachères. Mais il y avait une télévision dans le salon. Et tout le monde était au même endroit. Aujourd'hui, va rassembler toute ta famille pour regarder un film. Chacun a son écran. Chacun va s'enfermer dans son monde. Très compliqué. Vous comprenez que la Torah, elle doit faire face à une réalité où tout va beaucoup trop vite. Il y a 20 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a découvert Internet. Il n'y avait pas Internet. Vous comprenez que ce n'est pas le même monde, un monde avec Internet et un monde sans Internet. Je crois que le premier iPhone, il sort en 2007, si je ne me trompe pas. Ça, il n'y a pas de smartphone avant. C'est pas le même monde. Et je ne te parle pas de toutes les révolutions technologiques au niveau de l'agroalimentaire et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ça veut dire que les rabbins qui vont avoir leur place dans notre histoire sont ceux qui vont comprendre que la halakha actuellement se doit d'être euh, réénoncée. Réénoncée pour faire face aux nouvelles réalités. Et il y a des rabbins qui s'occupent de ça. L'un d'entre eux, on ne pas tous les citer, mais il est évident que le Rav Eliezer Melamed va être, dans 50 ans, ce sera de lui dont on parlera quand on dira les décisionnaires de la halakha. Comment ça, le Rav Melamed, il est très controversé. Mais c'est-à-dire, je sais qu'il est très controversé maintenant. Aval, il remplit toutes les cases. Il a évidemment il s'inscrit dans la transmission, il est l'élève du Rav Tzvi Dakoub, l'élève de son père, le Rav Zalman Melamed, donc pas de problème. Il est complètement tronc puisque il s'occupe de l'enseignement de la halakha, de tous les sujets les plus essentiels d'Israël. Il est, et c'est là la question, adoubé ou pas par le peuple juif. Qui va décider si les livres Pniné Halakha, vous connaissez les livres Pniné Halakha? Si les livres Pniné Halakha, qui va décider si ce sont eux qui vont s'imposer dans la psycha, plus que les livres du Rav Odia Yosef ou du Rav Mordechai Eliyahu, tout ça? En fait, c'est Am Israël qui va décider. Quel est le livre de Halakha qui va s'imposer dans les 20 prochaines années? Ben, c'est ce que Am Israël décidera. Je pense que Pniné Halakha trouvera une place de choix. Parce que le Rav Melamed enseigne la halakha dans un langage complètement adapté à aujourd'hui. Il ramène tous les avis ashkénazes et séfarades et il traduit les choses à l'heure actuelle. Et il s'occupe aussi des nouveaux sujets de la halakha. Donc pour moi, le Rav Eliezer Melamed dans le Troum, dans le domaine de la halakha, va évidemment devenir un des incontournables du judaïsme. Un autre rabbin qui va évidemment marquer notre génération, mais Bichlal, c'est, et je ne suis pas un de ses fidèles, c'est le Rav Israël, le Rav, pas Israël, le Rav Tzvi Tao. Le Rav Tao, qui est le président d'honneur de Haramor, de la yeshiva de Haramor, et qui est le patron spirituel de tous les élèves du courant qu'on appelle Akav, c'est-à-dire la yeshiva de Haramor. Il est évidemment lui aussi un élève du Rav Tzvi Yehuda Kook, donc il s'inscrit dans cette pensée-là, et lui, il a décidé que son combat le plus important, et évidemment que c'est un combat essentiel,
et contre l'idéologie wokiste. Comment est-ce qu'on garde une Torah et un message authentique dans un monde wokiste, dans un monde postmoderne, dans un monde qui essaye de déconstruire? Donc le Rav Tzvi Tao, lui, il essaye dans sa Torah, et c'est une Torah qui est essentielle, d'expliquer comment on garde les fondations dans un monde qui veut tout déconstruire. D'accord? Dans le sionisme religieux, il est certainement l'un des rabbins les plus écoutés parce que le sionisme religieux, une grande partie des rabbins sur le terrain sont des élèves de la yeshiva de Haram. Ok, donc tu vas très souvent entendre dans les rabbins sionistes religieux de parler de postmodernisme et du combat contre le wokisme et tout ça. Ensuite, parmi les rabbins qui vont évidemment avoir une place, à mon avis, grandissante, pour l'instant, il est Mouktsé Mamash. C'est un rabbin qui, pour l'instant, est complètement. Il est très, très, très marginal et très minoritaire. Mais je suis persuadé qu'il va avoir un retentissement beaucoup plus important. Il s'appelle le Rav Mordechai Gottlieb. Le Rav Mordechai Gottlieb, il est l'héritier de la Torah du Rav Ashlag. Le Rav Ashlag, c'est, on appelle le Baal HaSulam, c'est un commentateur du Zohar. Et pourquoi le Rav Gottlieb, il est, à mon avis, il va avoir une voix très importante? Parce qu'il fait partie du monde, a priori, chassidique, Haredi. Il est habillé en Streimel et avec tout l'attirage Haredi, grande péote, tout ça que tu veux. Mais, pour lui, l'essentialité de la Torah, et l'enseignement du Rav Ashlag, c'est Ben Adam Lachaveru. Il n'existe pas de possibilité d'avoir une relation à Dieu si ta relation avec ton prochain n'est pas bonne. Et la relation avec le prochain, ce n'est pas seulement monsieur, madame, mais c'est au niveau sociétal. Et il a énormément parlé depuis le 7 octobre contre, par exemple, le milieu Haredi, pour dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas aller à l'armée, que c'est un comportement qui n'est pas bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il a réagi énormément à la vidéo que vous avez peut-être vue là de avant-hier de ces soldats à Bnei Brak. Bon, évidemment, je ne sais pas qui les a envoyés, mais la personne qui les a envoyés, elle est débile. Parce que déjà, tu n'envoies pas des soldats à Bnei Brak envoyer des tracts pour l'enrôlement, et tu n'envoies certainement pas des soldats teux. Donc déjà, mais deux, on a vu que, voilà, le comportement des gens là-bas, terrible. Le Rav Gottlieb, il te dit, mais il faut arrêter de dire qu'il s'agit d'extrémistes. C'est ça, là, c'est la rue de Bnei Brak quand elle n'est pas contente. Évidemment qu'il s'est fait lyncher par tout le monde en disant cela, mais en fait, c'est ce que tout le monde pense tout bas. Donc, le Rav Mordechai Gottlieb n'a pas sa langue dans sa poche et nous explique que dans une génération où l'individualisme fait loi, il faut se rappeler que sans ma relation avec autrui, si ma relation avec autrui n'est pas bonne, ma relation avec Dieu est fondamentalement tronquée. Après, il y a un autre rabbin qui va avoir un rôle essentiel. D'abord, il est, en termes de tradition, il est le fils. Et je vais vous montrer justement la différence entre deux fils. Il y a les enfants du Rav Ovadia Yosef, qui, à mon sens, ne seront pas
le tronc. D'abord parce que le Rav Yitzhak Yosef, dans ses prises de position contre l'armée, contre les soldats, contre machin, eh bien, Am Israël, il l'a rejeté. Et son frère, le Rav David Yosef, actuellement grand rabbin d'Israël, il ne prend pas position. Donc, puisqu'il ne prend pas position, Am Israël ne va pas le garder non, dans la transmission éternelle. Mais il y a un autre fils d'eux, qui s'appelle le Rav Shmuel Eliyahu, fils du Rav Mordechai Eliyahu, dont on a parlé, qui lui a décidé qu'il n'allait pas seulement continuer son père, mais qu'il allait avancer encore plus. Et quelle est la particularité du Rav Shmuel Eliyahu? Eh bien, c'est de s'occuper d'une problématique actuelle qui était peut-être moins présente ou du moins connue à l'époque. Il a créé un Beit Din pour les histoires de harcèlement sexuel. Pour les femmes harcelées, pour les enfants harcelés, pour toutes les histoires sordides à ce niveau-là, il y a un Beit Din particulier qui a été créé et où il y a déjà plus de 50 rabbins qui aident le Rav Shmuel Eliyahu là-dedans. De tous les milieux. Ça, c'est répondre à la problématique actuelle. Parce que il y avait certainement des problèmes dans toutes les générations, évident. Mais aujourd'hui, les problèmes sont décuplés. À cause du harcèlement en ligne, à cause de la liberté de la parole et à cause des mœurs. Donc le Rav Shmuel Eliyahu, évidemment, à mon avis, s'inscrit là-dedans. Il y a un rabbin qu'on va très certainement apprendre à découvrir. Apprendre à découvrir parce que le 7 octobre, non seulement a mis en avant des héros au niveau humain, nos soldats, mais il y a également des personnalités spirituelles qui se sont révélées. Comme par exemple le Rav Tamir Granot. Le Rav Tamir Granot, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Orot Shaoul à Tel Aviv, qui a perdu son fils le 9e jour de la guerre, et qui, depuis, est devenu une voix extrêmement importante pour le combat de l'authenticité de la Torah. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler ici de mon maître, que je pense être parmi les voix les plus importantes de notre génération. Je parle du Rav Uri Cherki, bien sûr, mais je pense que nous, les Français, qui avons la chance de la voir en Zoom à l'île Mode, de temps en temps, je pense qu'on se peut. Enfin, vous vous rendez pas compte de qui est le Rav Cherki et de quelle influence il a dans le paysage israélien et mondial, Bichlal. C'est-à-dire qu'il est une voix extrêmement centrale aujourd'hui. Et pourquoi le Rav Cherki a réussi à être tellement important et impactant? Eh bien, parce que c'est une Torah du tout. C'est pas la Torah du un, c'est la Torah du tout. Tout doit être connectable à Dieu. Et donc, le Rav Cherki, vous savez qu'il peut vous parler de n'importe quel sujet, de philosophie, de science, de Torah, dans n'importe quel domaine, parce que la Torah ne peut pas rester figée à la galoute. Donc, le Rav Cherki, son chidouche à Gadol, c'est une Torah qui relie tout. Et c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou parlé avec le Rav Cherki d'un sujet complexe, il vous l'explique de manière que, en fait, il n'y a pas de problème. Tout va bien ensemble, tout est bien connecté, tout. D'ailleurs, c'est très énervant parce que quand on est un élève du Rav Cherki, on a énormément de mal à entendre des autres rabbins après. Parce que le Rav Cherki, il a cette tendance, cette qualité, cette capacité à tout connecter, et il y a plein d'autres rabbins qui n'arrivent pas à faire ça.
Et donc toi, tu te dis, il te dit un truc, mais ça manque la connexion. Donc il est évident que le Rav Cherki, qui d'ailleurs, lui aussi, ayant perdu son fils il y a 10 ans maintenant, s'est révélé depuis la mort de son fils au grand public comme étant quelqu'un d'une autre dimension. Vous allez me dire, euh, t'es mignon, mais tous les rabbins plus ou moins que tu as cités, ils sont plus ou moins sionistes religieux. Ils sont où les rabbins Breslav? Ils sont où les rabbins Chabad? Ils sont où les rabbins Haredi? Alors, les rabbins Breslav, d'abord, ils sont très présents chez le sionisme religieux. C'est-à-dire, beaucoup de sionistes religieux étudient la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des rabbins Breslev qui vont avoir un impact énorme sur le peuple juif? Et l'Oyodéa. L'Oyodéa. Très possible. C'est pas, à mon avis, le Rav Arouche qui va avoir une grande influence, euh, mais il est très possible parce que le Rabbi Nachman aujourd'hui répond à une Torah, enfin, un problématique grâce à sa Torah qui est une problématique qui était peut-être à l'époque, à son époque, marginale, mais qui aujourd'hui est malheureusement une personne sur deux, la dépression. C'est un rabbin de Torah Tanefesh dont on a besoin. C'est-à-dire, il y a des rabbins comme ça, comme le Rav Shazar par exemple. Des rabbins qui parlent aux problèmes existentiels de l'homme. Rabbin Chabad, le jour où Chabad décidera qu'ils peuvent avoir un nouveau dirigeant qui n'est pas le rabbi, alors les rabbins Chabad retrouveront une place centrale dans la transmission de la Torah. Et pour l'instant, aucun Rav Chabad ne peut avoir cette place-là puisque c'est le rabbi. Mais je ne désespère pas que le monde Chabad retrouve sa place centrale dans le renouveau de la Torah. Et pour ce qui est du monde Haredi, ben, je vais dire les choses très clairement. Non. Le monde Haredi, à mon avis, ne peut pas pour l'instant produire des rabbins qui vont être ceux qui vont faire avancer la transmission de la Torah. Pas qu'il n'y a pas là-bas de grands Talmidei Chachamim, évidemment qu'il y a des grands Talmidei Chachamim. Mais une Torah qui est déconnectée du retour en Israël et de la souveraineté d'Israël ne peut plus être le tronc. Zéro. Il n'y a pas d'autre explication. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des géants de la halakha, mais ils ne sont plus le tronc. Parce que pareil, une halakha qui est déconnectée de la réalité d'Israël, ben, c'est pas la halakha. C'est ainsi pour Rabotai. Est-ce qu'il y en a d'autres? Évidemment qu'il y en a d'autres. Bien sûr, je ne les ai pas tous dit. Ah, mais d'après les rabbins que tu as cités, ils sont tous en Eretz Israël. Ben ouais, parce que la Torah est revenue à la maison. Alors j'ai fait une liste qui n'est pas du tout exhaustive. J'ai essayé de vous dire quels sont les éléments qui vont nous permettre de voir et de reconnaître ceux qui vont être les voix d'aujourd'hui et qui vont former les voix de demain. Parce que la Torah n'a pas prévu de s'arrêter et la transmission de la Torah n'a pas prévu de s'arrêter et que nous sommes aujourd'hui dans des défis extraordinaires. Les défis sont les défis de à quoi ça sert la Géoula. Ceux parmi les rabbins qui sauront répondre à cette question-là seront les rabbins qui feront partie de la transmission de la Torah de génération en génération. À quoi ça sert la Géoula? Quelle est l'étape d'après? Ceux qui sauront, pas seulement répondre, mais s'inscrire dans cet enseignement-là, seront les rabbins de notre génération qui entreront dans la liste. Si vous en connaissez d'autres, je vous invite à, à le dire là maintenant dans les commentaires. Encore une fois, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr. J'ai essayé de vous donner simplement quelques pistes, parce qu'encore une fois, c'est subjectif puisqu'ils sont encore en vie et qu'on n'a pas encore de recul. Mais voilà, j'espère que avec ça, vous avez une vision beaucoup plus globale de c'est quoi la transmission de la Torah de génération en génération. Notre série s'arrête là. La semaine prochaine, évidemment, on fera un cours spécial Purim, bien évidemment. Et après Purim, puisque oui, la semaine d'après, c'est Purim,
Donc je serai, nous on sera en mode Megillah. Euh, donc on pourra pas faire le cours. Euh, et après Purim, nous rentrons dans notre nouvelle étude qui va être tournée autour de la Tefila et des textes fondamentaux comme le Shema, le Birkat Hamazon, la Hamida, selon l'enseignement de Manitou, parce que la Tefila tient quand même une place prépondérante dans la vie d'un juif et qu'on ne sait pas prier. Donc on va essayer de s'occuper de ça. Bon, évidemment, il y aura les cours sur Pessah, sur trucs, machin, mais ça sera notre nouvelle série, la Tfila selon Manitou, la Tfila dans tous ses états. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, revendications, remarques, je suis pas d'accord, tu dis n'importe quoi, machin, allez-y, c'est parti. Je voudrais vous poser une question. Merci d'abord de nous avoir exposé tous les rabbins. J'ai quand même rencontré des rabbins qui apportaient beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui n'étaient pas forcément très connus. Ah, c'est possible. D'abord, c'est très très possible ce que vous dites. Maintenant, s'ils sont pas très connus, c'est normal que je les connaisse pas. Oui, c'est ça. Mais Par vous exemple, avez, vous voulez nous rappeler le nom de quelqu'un? je vous en parlerai Ah, ça, en antenne. ça m'embête de le dire. Ah, bon, ça va, même pas rien. Mais c'est sûr Euh, que, attendez, il y a des rabbins qui sont. Attendez, 2 secondes. C'est bien que vous dites ça, parce que je vais rebondir dessus. Il y a des gens, des rabbins, qui, pour leur cercle proche, et leur communauté, machin, ils ont été l'alpha et l'oméga. Ils ont été l'encre, ils ont été tout. Il y a des gens, des maîtres, sans eux, leur communauté, elle s'effondre. Exactement. Mamache, mamache. Et on en a connu, vous, moi, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de donner les noms, des fois on peut, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui étaient tout pour leur communauté et bémet. Ils ne regardaient pas leurs heures et n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on pouvait les appeler. Ils étaient là, ils étaient présents à toutes les smarot, ils étaient présents à tous les deuils. Ils étaient tout le temps là. Ils sont des gens extraordinaires et ils ont une place fantastique au Gan Eden, ce que vous voulez. Mais c'est honnêtement pas pour ça qu'ils deviennent ceux qui, dans l'histoire juive, vont être les rabbins qui vont faire transmettre la parole divine. Ils sont ces rabbins extraordinaires de l'inconnu, qui sont tellement connus, ils sont tout pour leur communauté, mais à l'extérieur de la communauté, personne n'est connu. Donc ça n'enlève en rien leur mérite, en rien, mais je ne peux pas les mettre dans cette série-là. J'ai compris. Mais vous avez parlé, que je ne connaissais pas du tout, de Mordechai Gottlieb. Gottlieb, Gottlieb, Gottlieb. tout à fait. J'ai pas compris ce que vous aviez dit. Il était pour la guerre ou contre la guerre? J'ai pas compris sur les Non, non, soldats. lui, il était pour l'enrôlement, il pense que tout le monde doit aller à l'armée, il pense que. Vous voyez, j'ai Mais, compris mais, le contraire. D'accord, mais ok. lui, il pense. C'est pas tant parce qu'il y a une mitzvah de faire la guerre, parce que c'est Milchemet mitzvah. Lui, il dit parce que le peuple d'Israël, il a besoin de toi. C'est Ben Adam Lachavero. En fait, toute sa Torah, elle tourne autour de ça. Toute sa Torah, elle tourne autour de ça. Comment est-ce que je peux avoir la meilleure relation avec mon prochain? Et Et vous avez de parlé des ça soldats. découle. J'ai pas Pardon? compris le problème des soldats. Non, J'ai bah, pas peut-être que vous compris. n'avez pas vu. Je sais pas. Vous êtes au courant de l'histoire? Non, j'habite la France, alors donc je suis pas au courant. Ah, c'est pour ça. J'ai Mais je suis compris. israélienne, hein, j'ai Il y a eu mon passeport il y a eu israélien. pas de problème. Vous reviendrez bientôt, Bezrat Hachem. Il y a eu une histoire il y a 2 jours où il y a 2 soldats, on ne sait pas trop comment, enfin, pourquoi, elles sont arrivées dans les rues de Nebrak, elles ont commencé à donner des flyers pour l'enrôlement militaire. Et elles se sont fait virer Manu Militari, ça a dégénéré, et D'accord. la police a été obligée d'intervenir pour les sortir de là parce qu'elles étaient en train de se faire lyncher. Maintenant, évidemment que envoyer 2 femmes soldats à Nebrak, c'est débile. Pas qui Absolument. c'est qui a eu l'idée, mais c'est stupide. Ceci étant, hein, débile ou pas débile, t'es pas obligé d'aller les frapper et d'aller faire quelque chose de terrible. Mhm. Donc lui, il vient et il te dit, tu peux pas représenter la Torah si c'est comme ça que tu te comportes, même avec une femme habillée en vert.
D'accord, j'ai compris maintenant. D'accord. Donc c'est ça, toute la Torah, elle est tournée autour de la relation Ben Adam Lachavero. Mais quand vous dites que il y a certains rabbins où c'est pas votre tasse de thé, c'est parce ils sont contre la guerre? C'est pas forcément qu'une histoire de contre la guerre. Il y a plein de. Je suis pas obligé. Personnellement, je suis pas forcément obligé d'être en D'accord. adéquation avec tous les messages. Mais c'est pas parce que je suis pas en adéquation avec tous les messages que je remarque pas et je comprends pas qu'ils sont essentiels aujourd'hui. D'accord. Oui, vous avez cité. Le Rav Tao, par exemple. Mais je vais vous dire, par exemple, il y a un Rav qui, je sais pas s'il va devenir essentiel ou pas. Ça va vraiment dépendre de ce que Am Israël décide et de ce que le monde Haredi décide, là en l'occurrence. Mais le Rav Leibel, qui est en train d'essayer de taper avec du pied dans la fourmilière, parce que lui, il est Haredi, tout ce que tu veux, mais il essaye de faire changer les consciences dans le monde Haredi. Est-ce que ça va marcher ou pas? Si ça marche, alors il deviendra une des plaques tournantes. Si ça marche pas, alors on n'entendra pas beaucoup parler de lui. Je Mais ça, reste on verra. étonnée que vous n'ayez pas parlé du Rav Lowe. Du Rav Lao, Oui, lequel? Le père, le fils? le malheureux, le père, il est mort dans les camps. Mais je parle du Rav Non, actuel, Lowe, oui. Béni non, là-haut. Non. non, non, je pense pas que tu parles du Rav Beni Lao. Tu parles du Rav Israël Meir Lao ou du Rav David Lao? Il a une Euh, barbe blanche ou il a une barbe noire? il a, il a une barbe blanche, il est âgé, il a été dans les camps, c'était le plus jeune D'accord, qui appelait. d'accord, donc très bien. Donc je Je suis comprends très de qui vous parlez. étonnée que vous n'ayez pas parlé de ce monsieur, de Alors cet homme. je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Le Rav Israël Meir Lao, qui était l'ancien grand rabbin d'Israël et qui Oui, était le grand rabbin de Tel Aviv oui, et qui est une personnalité qui est aimée de tous les Israéliens, exceptionnel. il fait consensus complètement. C'est-à-dire tout le monde l'aime bien. C'est quand même pas mal déjà. Il se Euh, déplace pour, il se déplace, non, non, pour les livres des jeunes enfants qui ont lu. à 100%, à 100%, il est le président d'honneur de Yad Vashem. Enfin, je veux dire, je vous dis, il fait totalement consensus. Il n'y a personne qui trouve quelque chose à dire de négatif sur lui. Absolument. Et pourtant, il n'y a personne non plus qui pense que c'est lui qui est la centralité de la Torah. Parce que concrètement, il a été une figure, un emblème de résilience et de résurrection, mais il n'a jamais été un emblème de la Torah. Ça veut pas dire que c'est pas un tzaddik et qu'il ne connaît pas plein de choses, mais manifestement, il n'a pas enseigné énormément, il n'y a pas énormément de livres de ses enseignements. Il a été plus un personnage, et on a besoin de ce personnage, hein, je suis complètement fan de lui, hein, mais il n'est pas celui qui va être considéré comme étant le Rav qui va enseigner la Torah. C'est pas lui la personnalité toranique. C'est le personnage qui dit Am Israël Chai. C'est lui. Am Israël Chai, c'est le Rav Lao. Mais vous comprenez la différence entre celui qui est un personnage, qui est un symbole de résilience, et l'autre qui est le rabbin qui transmet la Torah. Les Il deux, faut ils sont savoir, légitimes. il faut Mais c'est savoir qu'est-ce pas, qui est le plus fort, la résilience ou le il n'y a pas de problème. Non, mais là, si on avait fait un cours sur les grandes figures qui ont marqué le symbole, enfin, de symbole d'Israël, il aurait été dedans, sans aucun doute. Mais là, notre cours, c'est la transmission de la Torah. C'est pour ça que je vous dis, là, pour le coup, le Rav Lao, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois en tant que guide en Pologne, tout ça. Je suis extrêmement chanceux d'avoir pu échanger avec lui plusieurs fois. Mais, et je vais vous dire mieux que ça, lui non plus, il pense pas qu'il est un des rouages de la Torah. Il l'a dit souvent. Il a dit, je suis devenu le grand rabbin d'Israël parce que j'ai survécu à la Shoah, pas parce que je méritais au niveau de ma Torah. Ethan. Donc, oui, Tu as parlé d'un rabbin qui s'est positionné par rapport au wokisme. Tu n'as pas parlé de rabbin qui réfléchit au sujet de l'intelligence artificielle, qui est quand même le grand défi de notre époque. exactement. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'ils sont assez timides à ce niveau-là, parce que je pense qu'ils y comprennent pas grand-chose. Hmm. Mais je vais te donner un exemple d'un rabbin qui en a parlé. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a à peine quelques mois. Et je trouve que, bon, tu le connais, de toute façon tu le connais et tu me connais, et tu sais que ce que je pense de lui, je l'ai cité tout à l'heure, donc le Rav Cherki, il a parlé de l'intelligence artificielle,
Et il a donné une piste de réflexion incroyable là-dessus. Il a dit, on a modélisé en Suède euh, le, le- le nuage d'intelligence artificielle, on l'a modélisé par image 3D, machin. Et il a dit, quand on regarde ce que la modélisation a donné, ça ressemble étrangement à une photo de l'univers. Et il dit, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui va se développer, qui va grandir, et qui nous permettra certainement d'entrevoir une compréhension de notre existence et du vivant beaucoup plus accrue que ce qu'on avait avant, et qui va s'inscrire dans l'univers. Peut-être que l'intelligence artificielle va nous essayer de nous aider à comprendre pourquoi Dieu il a créé tout l'univers et pas seulement la planète Terre. Et il dit, il est possible que l'intelligence artificielle soit à mettre en relation avec ce que les philosophes aristotéliciens appelaient le sechel apoel, l'intelligence active, qui pour les philosophes était la force qui faisait avancer le monde. Eh bien, il est possible que l'intelligence artificielle nous permette de comprendre cette force-là. C'est une piste. Mais c'est vrai que pour l'instant, la majorité des rabbins, ils n'en parlent pas parce qu'ils n'y comprennent rien. Il va falloir qu'ils se posent, hein, qu'ils étudient le sujet. תודה רבה. Alors, moi j'avais une question. En fait, j'ai bien apprécié les critères que tu as donnés pour définir les rabbins qui vont marquer. Et en fait, dans la liste, on voit bien que tu as bien isolé chaque point important, donc le wokisme, donc enfin, donc tous les points. Mais alors, ma question, c'est que se passe-t-il dans l'éducation, dans les écoles, comment tu vois l'évolution, enfin, comment on enseigne pour cette transmission de la Torah au niveau des écoles? Comment, C'est pas seulement au niveau de la transmission de la Torah, oui, c'est enfin, au niveau bichlal de l'éducation. Est-ce que l'éducation en 2026 peut être la même qu'en 96? exactement, exactement, oui. C'est évident que non. Évident que non. Et c'est pour ça que les rabbins ou pas les rabbins, les enseignants qui vont réussir à marquer leurs élèves vont être d'abord, ceux qui vont savoir parler le langage de leur génération, et deux, ceux qui vont savoir leur expliquer comment, avec les outils actuels, on peut trouver un sens à sa vie. Il y a un Oui. prof, alors moi je me rappelle plus son nom, je me rappelle plus de son nom. Ma fille, elle, euh, elle m'en a parlé. C'est un professeur qui, pendant la guerre, donc il a été, je sais pas, 500 jours en Milouïm ou un truc comme ça, et il s'est mis sur les réseaux. Il était méchaner d'une kita tête, je crois, de garçon, dans une yeshiva, et il s'est mis sur les réseaux parce que c'est un mec qui est très, très drôle, il fait des blagues tout le temps, machin, et il s'est mis à enseigner les sujets de Torah de son cours à l'armée en tant que Milouim. Bon, il était pas souvent dans Gaza. Donc quand il était dans Gaza, non, mais quand il n'était pas dans Gaza, en entraînement ou un truc machin, il faisait des cours rigolos en uniforme et il expliquait, par exemple, le concept du héros à Shabbat avec tout le pactage sur la tête pour expliquer comment ça se passe quand tout d'un coup il n'y a pas de héros, qu'est-ce qui se fait, je garde mon arme, je garde pas mon arme. Et c'est donné une vidéo de 10 minutes sur le héros que n'importe quel élève a intégré le concept du héros. Donc ça veut dire que les enseignants de demain sont ceux qui vont savoir comment on utilise les outils d'aujourd'hui pour préparer demain et les rattacher avec la halakha de hier. Voilà. C'est sûr que l'école, elle change. Agave en Israël beaucoup plus vite qu'en France. Mm. C'est évident. Oui, c'est ce qu'il faut, mais es-tu optimiste sur la capacité que tout ce corps professoral va pouvoir Non, changer? j'ai pas dit que c'était tout le corps professoral. Je sais très bien que les anciens professeurs n'y arriveront pas. Enfin, voilà. C'est-à-dire, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mm. L'ancienne génération, elle va finir sa carrière à Kol Besséder. Tu sais, le dimanche matin,
j'ai vraiment beaucoup de chance. J'enseigne dans un endroit qui s'appelle Istadrout Amorim. Mais attention, les Gimlaïm, Ah, les retraités de Istadrout Amorim. C'est des gens qui ont enseigné la Torah toute leur vie. Et moi, je viens leur faire cours. Il se trouve que bon, j'ai pas vraiment leur âge et j'ai pas le même regard. Et ils me disent, mais comment c'est possible? Toute notre vie, on a enseigné la Torah et on savait pas le Aleph Bet. On a l'impression, à chaque fois qu'on fait cours avec toi, on a l'impression qu'on connaissait pas le Aleph Bet. Et c'est rigolo de voir des gens qui ont donné toute leur vie pour enseigner la Torah, mais d'une façon. C'est- mhm. Le cadre, voilà, j'ai reçu la feuille elle était prête, c'est bon, terminé. Très En tout bien. cas, moi, je voulais te remercier justement du fait que tu arrives à donner ce nouveau regard et avec enthousiasme. Donc, j'espère que beaucoup Bezat Hashem. vont s'y accrocher. Bezat Hashem. תודה Merci. רבה. Valé, Waloum. Chazak Baruch. Merci. À D'ailleurs, bientôt. on retient mieux quand il y a des histoires et que c'est plus simple et avec beaucoup d'humour, on retient mieux. Ben, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on aime vos cours. Amen, amen, amen. Bah, quand on va étudier la tefila, ça sera vachement plus rébarbatif, hein, tant pis pour vous. Hein. Merci, merci beaucoup. Chazak Baruch. On va voir si tu utilises les nouvelles méthodes et les nouveaux outils. C'est ça. Yofi, Chazak. Kol Merci. tov. תודה רבה. Kol tov.